Chers auditeurs de Radio Taïwan International, Jean-Yves Heurtebise, maître de conférence à l'Université catholique Fulun à Taïwan, va vous présenter l'émission Géopolitique en Asie. Chers auditeurs de Radio Taïwan International, bonjour pour ce nouveau podcast de notre émission Géopolitique en Asie. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet qui est peut-être passé inaperçu, mais qui est pour nous assez vital, assez révélateur. Alors il y aurait beaucoup de choses à évoquer cette semaine. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées ces dernières semaines, ces derniers mois, ces derniers jours, que ce soit par exemple la visite de cette délégation d'industriels, d'entreprises américaines en Chine, accueillie par Xi Jinping, qui, on sait, la Chine, qui est dans une volonté, la Chine en fait qui est toujours dans cette forme d'alternance entre fermeture, ouverture, en fait en fonction de leurs propres besoins. Donc des fois la volonté de se séparer des entreprises étrangères, de manifester le savoir-faire chinois, la résilience chinoise, et de l'autre, parfois, la volonté d'à nouveau avoir ce discours d'ouverture. On sait pourquoi, on sait que c'est parce que l'économie chinoise est prise dans des vents contraires. On sait qu'il y a le problème immobilier qui est structurel. On sait que la crise, la reprise économique se fait tardive, même si fin mars, apparemment, le facteur industriel, le secteur industriel est en plein boom. On sait aussi donc tous les problèmes en termes d'emploi des jeunes, etc. Et donc il y a sans doute cette volonté de la Chine de se réconcilier avec l'Occident au nid en invitant ce qui est pourtant les premiers compétiteurs, ceux que la Chine entend dépasser, supplanter, remplacer, à savoir ces grandes entreprises américaines. Donc on est évidemment ici sur un double registre, un double discours. On ne sait pas encore dans quelle mesure cela va être suivi d'effets, d'autant que comme ça a été montré à travers un certain nombre d'analyses et de données, en fait, la Chine, aujourd'hui, va devoir se reposer sur l'export pour, en fait, pouvoir assurer sa croissance économique. Alors, c'est nouveau et c'est pas nouveau. C'est pas nouveau parce que l'export a toujours été central en Chine, mais c'est nouveau en ce que, avant aussi, une grande partie du PIB chinois a été conduit par la demande intérieure, notamment de logements, et donc par celle de la construction de logements, et donc par le besoin d'infrastructures. Et là, on est quand même à un point mort et aussi à une forme de cul-de-sac. Donc ici, cela aussi présage cette réorientation des forces productives vers l'export. Cela présage aussi à nouveau une guerre des tarifs, une guerre des douanes, des problèmes d'approvisionnement, etc. On aurait pu aussi parler de la visite de Ma en Chine, du président Ma Ying-jeou en Chine, mais est-ce que c'est vraiment un événement ou pas plutôt un non-événement? Est-ce que c'est vraiment un événement géopolitique ou simplement un événement personnel? Ma Ying-jeou, il a été important, bien sûr, il a été président de la République de Chine, de Taïwan entre 2000 et 2008. Entre 2008 et 2016, donc c'est Chen Shui-bian qui était président entre 2000 et 2008. Ma Ying-jeou entre 2008 et 2016, il a été un président du KMT, mais aujourd'hui, Ma Ying-jeou, en fait, représente véritablement plus une force politique agissante, même au sein du KMT. Et donc, en fait, ce voyage peut être pris comme un bon signe dans les relations Taïwan-Chine, mais avec évidemment cette nuance que en fait, Ma Ying-jeou ne représente plus vraiment Taïwan pour qu'on puisse faire de ce voyage un quelconque signe qui signifierait quelque chose par rapport à Taïwan. Selon le New York Times, sa visite de Ma Ying-jeou serait en fait une manière pour la Chine de se donner une raison de ne pas attaquer directement Taïwan, c'est-à-dire que la visite de Ma Ying-jeou montrerait au peuple, aux Chinois, que en fait Taïwan n'est pas si opposé à la Chine et donc permettrait en fait de continuer la durée de vie de l'existence de la République de Chine face à la République populaire. Pas tout à fait sûr
que ce soit vraiment le cas. Mais bon, c'est une interprétation qui est possible. Non, en fait, même si nous avons évoqué ces deux points, ce qui nous paraît vraiment fondamental, crucial et le plus inquiétant, puisque finalement, quand on parle des news et quand on parle de géopolitique, on parle de ça, c'est en fait un événement qui concerne la Russie et la Corée du Nord. Alors, évidemment, l'actualité de Taïwan fait qu'on aurait pu aussi parler, hélas, du séisme, mais si le séisme était un événement géologique, c'est moins en tant que tel un événement géopolitique, dans la mesure où il n'a pas entraîné un mouvement de force politique à l'extérieur de l'île notable par rapport à celui-ci. Donc la chose dont on parlait, c'est donc de cette décision, de ce veto mis par la Russie de Vladimir Poutine. À quoi? Alors pendant des années, des décades, on sait que la Corée du Nord a été soumise à un régime de sanctions lié au fait que lié au traité de non-prolifération nucléaire et au fait que la Corée du Nord a voulu donc se doter de l'arme nucléaire au détriment de la santé, du bien-être et des droits de son propre peuple. Alors on peut toujours évidemment mettre cette volonté d'acquérir l'arme nucléaire par la Corée du Nord dans le sac du Sud global, dans le sac du post-colonial, en disant que c'est la seule manière de résister à l'hégémonie américaine, etc., etc. Mais dans les faits, ce qui est concret, ce qui est réel, c'est des millions et des millions de Coréens, Nord-Coréens, qui ont souffert, qui souffrent de malnutrition, d'oppression, pour en fait assouvir la soif d'armement nucléaire du dirigeant de la Corée du Nord. Et à la limite, à vrai dire, on peut le comprendre. Hein. Si on se rappelle, si on évoque évidemment le cas de l'Ukraine, on sait que l'Ukraine avait aussi des armes nucléaires et qu'elle a abandonné ces armes nucléaires, les a abandonnées lors d'un traité tripartite entre les États-Unis, la Biélorussie et la Russie, en disant qu'elle abandonnait, où ces puissances se sont mis d'accord en disant qu'elle abandonnait ses armes nucléaires, évidemment, à condition de ne pas être agressée et d'être soutenue, de ne pas être agressée par la Russie, d'être soutenue par les États-Unis. Et évidemment, ça n'a pas empêché la Russie, quelques années plus tard, de commencer le travail de sape de l'attaque de l'Ukraine, qui continue aujourd'hui. Donc depuis en fait plus de 10 ans, si on dit que ça a commencé en 2014 avec l'invasion de la Crimée. Donc on peut comprendre évidemment que la Corée du Nord se dote de l'arme nucléaire, quand on voit évidemment que quand un pays lâche celle-ci, finalement il n'est plus sûr de rien. Et malgré tous les accords de soutien, malgré tous les accords de non-agression, ceux-ci volent vite en éclats dès que la possibilité de l'attaque est possible, celle-ci en fait devient très vite réelle. Donc du côté de la Corée du Nord, la volonté de se doter de l'arme nucléaire est en fait compréhensible du point de vue réaliste, mais il n'empêche que du point de vue du droit humain, du point de vue donc d'une autre forme réaliste aussi, c'est réellement pour la Corée du Nord évidemment une tâche qui a pris beaucoup d'énergie, de vie, et qui sans doute est aujourd'hui évidemment acquise en grande partie. Mais donc quelle est la décision de la Russie? C'est la Russie qui, jusqu'à présent, permettait que le régime nord-coréen soit soumis à des sanctions, certes, mais surtout que ces sanctions, que le bien fondé de ces sanctions, plus exactement le bon déroulé de ces sanctions internationales visant le régime nord-coréen pour empêcher la prolifération nucléaire, visant à empêcher que le régime nord-coréen se dote de l'arme nucléaire, ce qui n'a donc pas marché. Donc des sanctions visant à ce que
si la Corée du Nord abandonnait l'arme nucléaire, on pourrait normaliser les relations avec elle. La Corée du Nord a choisi de ne pas avoir ces relations normalisées avec la communauté internationale, au prix donc de tout un manquement pour sa population, comme on dit, afin donc d'assouvir, d'atteindre son rêve nucléaire. Et donc c'est ce qui s'est passé. Ça montre donc évidemment la faiblesse de ces sanctions, mais ces sanctions ont donc aujourd'hui un coup d'arrêt, sans doute définitif, en tout cas très préoccupant en ce qui concerne tout l'équilibre de cette péninsule coréenne, puisque donc la Russie a mis son veto sur le fait que ces sanctions soient suivies sur le terrain. Autrement dit, la Russie a mis son veto aux inspections visant à s'assurer du suivi des sanctions. Autrement dit, savoir si ces sanctions sont suivies d'effet ou non ne peut plus être vérifié par la communauté internationale. Et ça, c'est extrêmement grave. Alors on comprend, parce que la Corée du Nord et la Russie se sont rapprochés. Et sans doute la Corée du Nord, pas sans doute, on le sait, la Corée du Nord fournit des armes à la Russie dans son attaque contre l'Ukraine. Mais donc on voit très bien, au fond, comme tout est lié, comme tous les théâtres de guerre, le théâtre géopolitique est lié, et comme quoi, dès qu'un État est un État paria, dès qu'un État ne fait pas plus le jeu de la communauté internationale, tant que il peut être soumis, tant que il peut être aidé par un autre État. En fait, ces sanctions deviennent inutiles. Et en fait, c'est tout ce qui se passe. Et on va dire que la Chine est un peu au centre de cette stratégie globale de destruction des normes internationales, puisqu'à partir du moment où on permet à un pays qui n'est pas une démocratie de devenir la première puissance du monde, comme ça a été permis par l'Occident et aidé par l'Occident pendant plus de 20 ans, évidemment, on se passe dans une situation où les sanctions contre la Russie ne fonctionnent pas, puisque la Chine achète le pétrole et le gaz russe, et les sanctions contre la Corée du Nord ne fonctionnent pas, puisque la Russie, aidée par la Chine, aide la Corée du Nord en achetant ses missiles. C'était Jean Evertebise dans son émission Géopolitique en Asie pour RTI.